Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Thierno Alassane Sall contre la réintégration de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Ababacar Sall dans le jeu politique. Selon le député, toute personne condamnée pour enrichissement illicite, corruption ou tout autre délit ou crime ne doit pas prétendre à la magistrature suprême. L'invité du jury du dimanche justifie son abstention lors du vote du projet de loi portant code de procédure pénale qui remplace la CREI par un pôle judiciaire financier. Abdurrahman Ly. Le débat est lancé mais hors hémicycle. Le député non inscrit se lance. Thierno Alassane Sall exprime son opposition à la réintégration politique de Karim Wade et de Khalifa Sall, condamnés respectivement pour enrichissement illicite et détournement de fonds dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le président du Parti de la République des Valeurs se veut clair. Il y a quand même des crimes ou délits qui, une fois constatés, actés, excluent définitivement ou devraient exclure définitivement les personnes concernées à la gestion des ressources publiques. Il s'agit de la corruption, de l'enrichissement illicite et des délits connexes qui ressemblent à ce genre de choses. Mais pensez-vous normal qu'on puisse confier les deniers de la République, le coffre-fort de la République, la gestion du pays, de ses mines, etc., à des personnes qui ont été déjà condamnées? Mais quand le tribunal a déjà acté, je pense que ça devrait exclure définitivement certaines personnes. L'autre réforme que le député a cette fois-ci formellement exclue, pour ne pas dire voté contre, est celle-ci qui concède la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite au profit d'un pool judiciaire financier. Pour Thierno Alassane Sall, le mal réside surtout dans le système juridique sénégalais. C'est parce qu'il y a un contrôle excessif de l'autorité politique à travers le ministère public et les procureurs sur non seulement l'instruction des dossiers, mais la nomination à différents niveaux des magistrats instructeurs, qu'on ne peut pas faire grand-chose, même sur les cas des délits et crimes qui sont déjà présents dans notre droit positif. Vous me suivez? Par exemple, la CREI, si elle n'a pas pu fonctionner efficacement sur les 25 cas dont on parle, c'est parce qu'aussi il y avait un freinage politique. À un peu plus de 6 mois de la présidentielle, le gouvernement répond favorablement à l'invite de la Haute Cour de justice de la CEDEAO sur le parrainage après le dialogue national par un projet de loi adopté à l'hémicycle. Thierno Alassane Sall, comme 32 de ses collègues parlementaires, n'est pas convaincu. Le leader de la République des Valeurs est contre le parrainage. Pour lui, c'est un système qui vise à éliminer les adversaires politiques. Quand on est un parti de gouvernement, un ancien parti de gouvernement, on a pu accéder à un nombre important de données des électeurs qu'on fait parrainer souvent sans leur volonté et sans à leur insu même. Abdurrahman Ly, l'Assemblée nationale doit subir des réformes pour devenir un pouvoir indépendant. C'est la conviction de Thierno Alassane Sall. Il met en avant le rôle de contrôle de l'action gouvernementale par les députés. Le président du parti République des Valeurs souligne quelques imperfections au sein de cette institution. Nous l'écoutons. Si le président veut toujours se soustraire de répondre devant le Parlement, il faut que ceux qui répondent devant le Parlement, qui présentent les politiques devant le Parlement, soient ceux qui les définissent et qui peuvent engager un dialogue avec le Parlement. Deuxièmement, il faut donner le pouvoir de contrôle beaucoup plus approfondi au Parlement. Aujourd'hui, on voit bien que le Parlement est très limité dans sa capacité. Vous savez-vous que, mais ça c'est un problème de fonctionnement interne, dû à la volonté des uns et des autres, que nous, députés, on ne sait pas quel est le budget on sait le volume du budget de l'Assemblée nationale, le montant, 20 et quelques milliards. Mais on ne sait pas, chapitre par chapitre, en quoi il est dépensé et comment par le président de l'Assemblée. Moi, je ne sais pas quel est le salaire du président de l'Assemblée, je ne sais pas quels sont ses fonds politiques. Donc, avant que d'aller contrôler le député, ils sont pratiquement tous des figurants qui obéissent plus à la logique du groupe majoritaire, soumis à la logique du groupe majoritaire que la logique d'Assemblée et d'une Assemblée délibérative. Et le groupe majoritaire est sous la tutelle de son président du groupe qui répond de la présidence de la République. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Donc, le Parlement doit subir des réformes profondes pour capaciter davantage que les gens croient d'abord qu'ils sont là pour représenter le peuple et qu'ils surveillent
effectivement les deniers publics, qu'ils surveillent les politiques publiques, leur efficacité. Parce que dans ce cas-là, on verrait moins de scandales concernant, par exemple, la Poste qui est en train de couler. Alors que régulièrement, le budget est présenté à l'Assemblée nationale, on parle du cas de la Poste, mais après on oublie parce que l'Assemblée ne dit pas, top là, on ne peut pas prendre des deniers de la République pour aider à recruter une clientèle politique. 103 animateurs bénévoles du département de Mbour fustigent à l'attitude de la directrice générale de la case des tout-petits. Selon eux, elle n'a pas tenu ses promesses. Ces animateurs n'ont pas bénéficié du recrutement des animateurs du préscolaire. Muntaka Kane Momodouba. Les maîtres bénévoles du préscolaire du département sont dans tous leurs états. Ils ont manifesté bruyamment leur ras-le-bol. Ils fustigent leur non-insertion à ce qu'ils appellent un recrutement arbitraire de l'État. Donc nous sommes là aujourd'hui pour fustiger un recrutement arbitraire. Aujourd'hui, les bénévoles de Mbour ne sont pas contents. On a recruté des gens du Sénégal et oublié les bénévoles de Mbour. Et je crois que ce n'est pas normal. Donc on est là aujourd'hui pour montrer à la face du monde qu'on n'est pas content. Ils accusent la directrice générale de la case des tout-petits de les avoir laissés pour compte dans le recrutement des maîtres du préscolaire. Nous avons été jusqu'à Dakar pour rencontrer Maïmouna Khouma dans son bureau avec son directeur de la formation, Soumoundou. On a discuté avec elle. Elle nous a écoutés et elle nous a dit que vraiment, rentrez, je vous ai entendu. Allez-y à Mbour, donnez-moi une liste. Et Inch'Allah Rabbi, pour ce recrutement-là, je vais prendre Mbour. Et c'est ce qu'on a fait. On est retourné à Mbour. On a confectionné une liste de 103 agents. On est parti encore à Dakar, le remettre à Soumoundou, son directeur de la formation. Et ils n'ont rien recruté. Zéro. Il n'y a personne parmi ces 103 là qui a été recruté. Ils se disent déterminés à faire entendre raison les autorités. Cette fois-ci, nous sommes prêts à tout. Nous userons de tous les moyens que nous confère la loi. On est prêt à observer une grève de la faim ou des sittings, des marches et autres. Ces enseignants sont très braves. Ils méritent tous les honneurs. De ce fait, ils ne doivent pas être rejetés, comme c'est le cas. Les manifestants projettent d'alerter les institutions internationales telles que l'UNICEF et la Banque mondiale qui financent la petite enfance dont ils constituent, à les en croire, les principaux acteurs. Pendant ce temps, les habitants de Djiddah Thiaroye Kao s'inquiètent de l'état du bassin de rétention. Ils dénoncent également l'absence d'éclairage public dans la commune. Selon eux, ils font face à une insécurité. Ces derniers interpellent le maire de la commune. C'est un reportage signé Boudan Diatch. Un désordre indescriptible règne aux alentours du bassin de rétention de Djiddah Thiaroye Kao. Pour les jeunes du quartier, il est maintenant temps que cela cesse, surtout en cette période d'hivernage où la quiétude des habitants est menacée. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la situation que nous traversons depuis un certain moment. Premièrement, les déchets qu'on a versés aux alentours de ce bassin de rétention. Depuis quelque temps, ils sont là. On l'a signalé beaucoup de fois. La mairie avait promis de les enlever. Mais depuis quelques semaines, on n'a rien vu de tel. Donc nous demandons au maire, avec tout le respect, de venir les enlever parce que les dangers sanitaires qu'ils peuvent engendrer sont énormes. Depuis un moment, les alentours du bassin de rétention ne sont pas du tout éclairés. Les jeunes du quartier interpellent la mairie. De l'éclairage de ce bassin. Parce que ça fait des mois que personne n'ose plus passer par là la nuit. Parce que les dangers de sécurité qu'ils peuvent confronter sont à signaler. Les agressions, les vols et toute autre activité illicite qui peuvent y avoir. Le stationnement illicite et illégal de ces camions. Parce que c'est ici que nous jouons au football. Mais depuis 2 mois, les camions sont là et nous n'avons plus d'espace. Ces camions, stationnés tout au long du bassin de rétention, ont une autorisation de la mairie si l'on se fie à leurs représentants. Le fait qu'on soit garé ici n'empêche pas les gens de vaquer à leurs occupations.
Ici, c'est la mairie qui nous a autorisés à s'installer et à travailler. Et c'est la mairie qui nous a autorisés et en plus, nous payons à la mairie. Le bassin de rétention de Djiddah Thiaroye Kao, construit pour lutter contre les inondations dans la commune, est devenu depuis un moment un déportoir d'ordures avec un manque d'éclairage public qui a fini de créer une insécurité pour la population de Djiddah Thiaroye Kao. Pour ces jeunes, la mairie doit agir avant le début de l'hivernage à Dakar. Le Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière compile les textes des finances publiques. Un livre de 865 pages a été produit. Il est intitulé « Recueil des textes de base régissant les finances publiques au Sénégal ». Objectif, permettre au personnel de la Cour d'avoir un document de travail et permettre également à tous les acteurs qui s'intéressent à la gouvernance des finances publiques d'avoir un outil pour mieux comprendre ces textes. N'est-ce pas, Mamadou Dia? Recueil des textes de base régissant les finances publiques au Sénégal. Cet ouvrage contient l'essentiel des textes des finances publiques. Le recueil pose deux séries de textes. Des textes qui ont un caractère général, des textes qui ont un caractère spécifique. Les textes à caractère général, c'est la Constitution. Ce sont les conventions internationales, puisque les États ne vivent pas en système de vase fermé. Ce sont les lois organiques relatives aux lois de finances, ce sont les règlements, les décrets et les arrêtés. Textes à caractère général. Il y a d'autre part des textes spécifiques qui portent sur des secteurs, des matières ou des organismes spécifiques. Les textes sur la Cour des comptes, les textes sur les établissements publics, les agences et autres structures assimilées, les textes relatifs aux collectivités territoriales, les textes relatifs à la déclaration de patrimoine, etc. Donc, il s'agit d'une somme de textes de droit interne et externe visant à vulgariser les finances publiques. Ce recueil met à la disposition de la Cour des comptes un document de travail et au-delà, l'ouvrage permet à tous les acteurs qui s'intéressent à la gouvernance des finances publiques d'avoir un outil pour comprendre les textes. Les finances publiques constituent un cadre de gestion, n'est-ce pas, des ressources de la nation, et sont constitués de textes qui sont de plusieurs ordres et qui aujourd'hui permettent à l'État donc de dérouler les activités, mais aussi de pouvoir rendre compte, n'est-ce pas, de l'exécution de ces activités. Et dans ce cadre-là, la Cour des comptes a un rôle extrêmement important qui consiste en bout de ligne à intervenir donc pour donner une lecture, s'assurer de la fiabilité de ces finances publiques et s'assurer que les ressources publiques ont été bien gérées. Dans un contexte où les textes des finances publiques sont éparpillés, le CERIF, Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, décide de les compiler en collaboration avec la Cour des comptes, une compilation de toutes les conceptions des finances. Parce que l'accès au droit est un principe constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel sénégalais qui l'a dit, au moins à 2 reprises, que c'est une obligation qui incombe sur le gouvernement, sur l'État, de produire des textes. La Cour des comptes est liée, comme vous le savez, par un partenariat avec le CERIF. Et dans le cadre de la rédaction de ce recueil, elle a remis à la disposition du CERIF un certain nombre de textes qui sont relatifs déjà à la Cour des comptes et de manière générale aux finances publiques et de façon spécifique aux comptables publics, en tout cas tout ce qui touche, n'est-ce pas, au domaine d'intervention de la Cour des comptes. 865, c'est le nombre de pages de ce recueil de 7 chapitres sur les finances publiques à la disposition des chercheurs pour comprendre les textes. Et puis ce communiqué de presse du ministère des Finances et du Budget portant donc éclairage sur l'affaire opposant l'État du Sénégal à M. Ibrahim Abdou Abou Khalil dit Bibo Bourgi. Le communiqué renseigne d'abord que Bibo Bourgi a été condamné au paiement d'une amende de plus de 138 milliards de francs CFA, une décision dont l'exécution entreprise a permis la saisie de plusieurs biens du susnommé au Sénégal.
Le communiqué également renseigne qu'il y a lieu de préciser que le Sénégal est un État souverain bénéficiant d'une immunité d'exécution rendant impossible toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. D'ailleurs, à ce stade, précise le communiqué, aucun bien appartenant au Sénégal n'a fait l'objet de saisie. Par ailleurs, renseigne également le communiqué, contrairement à certaines informations relayées dans les médias, l'État n'a pas été condamné à un quelconque paiement au profit du susnommé. La sentence précitée ayant simplement alloué à ce dernier l'équivalent de l'amende susdite en plus d'un supposé préjudice financier et moral, exclusivement dans l'hypothèse où l'arrêt de la CRI venait à être effectivement exécuté par l'État afin de prévenir et neutraliser les effets d'un tel recouvrement. Un communiqué signé par le ministère des Finances et du Budget portant donc éclairage sur l'affaire opposant l'État du Sénégal à Ibrahim Abou Khalil dit Bibo Bourgi. Nous allons sûrement y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Les anciens élèves de l'école Malick Diop de Pikine demandent aux autorités d'appuyer les personnes vivant avec handicap. Ils veulent également l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, dans le programme. Des doléances qui ont été soulevées lors d'une cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves de la banlieue. Momar Samba Ndiaye est le président des anciens élèves de l'école Malick Diop de Pikine. Il est ici au micro de nos correspondants permanents en banlieue, Boudal Ndiaye et Cheikh Magadouat. Nous voulons simplement inspirer nos enfants actuellement en scolarité à Malick Diop pour leur faire comprendre que, en réalité, c'est par les efforts, par la persévérance qu'ils arriveront à réaliser leur vie. L'école Malick Diop est une école inclusive. Autrement dit, des enfants qui présentent des handicaps fréquentent cet établissement. Et ces enfants ont souvent des difficultés, surtout du fait de l'absence de matériel pédagogique disponible à Dakar, mais surtout aussi du fait que parfois leurs parents ont des réelles difficultés sur le plan social. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons aussi de ces enfants un cœur de notre action et nous voulons les aider et qu'ils comprennent que le handicap n'est pas une fatalité et qu'ils ont droit, comme l'ensemble des autres enfants du Sénégal, je dirais même du monde, à une scolarité, à une éducation de qualité. Je pense que le fait qu'on apprenne dans une langue étrangère est déjà un handicap ou même tout au moins un retard par rapport à nos enfants. Parce que ce que le jeune français va acquérir durant ses premières années de scolarisation, ce sont des compétences, ce sont des connaissances. Nous, ce que nos jeunes enfants acquièrent pendant ces premières années, c'est essentiellement une langue. Alors qu'ils ont déjà une langue, ils maîtrisent une langue. Si on les scolarisait dans leur langue qu'ils maîtrisent déjà, je pense qu'ils feraient un bond extrêmement important. Et au moment où ils arrivent aux classes de CM2, ces enfants-là, de CM, je veux dire CM1 et CM2, ces enfants-là auraient déjà développé des compétences beaucoup plus importantes que celles qu'elles développent aujourd'hui. Envoyer ces enfants chez leur oncle, leur tante ou même un proche de la famille pendant les vacances, certains parents semblent avoir abandonné la pratique. Ils avancent la situation économique. Ces derniers préfèrent les retenir. C'est un sujet de Khadija Diouf. Ils vivent pleinement leurs vacances, mais à côté de leurs parents. Aujourd'hui, beaucoup de parents ne laissent plus leurs enfants partir en vacances comme ça se faisait avant. Pour cette mère de famille, c'est pour des raisons de sécurité. Moi, de garder mes enfants, ça me rassure. Ça me rassure. Parce que je pourrais veiller sur eux. Ainsi, cette dernière évoque aussi d'autres phénomènes sociaux. Pour nourrir tes propres enfants, c'est tout à fait un problème. C'est tout à fait un problème. La vie est difficile, les charges de nos jours s'accentuent. Je propose aux parents d'éduquer leurs propres enfants dans leur maison que de les amener en vacances. Amener ses enfants en vacances n'a jamais été de ses habitudes. Pour Nyanya Ndiaye, ses options en sont autres. Non, parce que je n'ai pas l'habitude, franchement. Ce n'est pas de mes habitudes d'amener mes enfants en vacances. Je préfère en profiter pour passer du temps avec eux et même les occuper autrement. Mon fils, chaque matin, il part faire du sport et ma fille, j'en profite pour l'habituer à faire les travaux ménagers et l'apprendre aussi à cuisiner.
Wangbi, ménage et tout. Ce père de famille préfère plutôt amener ses enfants au Dara pour les 3 mois de vacances. Je me suis dit que c'était pas la peine de les amener en vacances. Je préfère les garder à mes côtés. Je les ai même inscrits au Dara. Amener ses enfants chez ses proches en période de vacances devient une vieille pratique qui tend à disparaître à cause de la conjoncture économique. Khadija Andadjouf, les habitants de Gouriki, c'est dans des maillots, ont mis en place une école de football dénommée Samba Diom Athletic Club. Le président de cette structure va attirer les jeunes dans le sport pour éviter, dit-il, qu'ils ne tombent dans la délinquance. Amadou Mardialo. Passer par le volet sportif pour éduquer les enfants, c'est l'objectif visé par les initiateurs de l'école de football Samba Diom Athletic Club. Lors du lancement de l'édit d'école à Gourika Samba Diom dans le Dandemayu Sud, son président Souleba a décliné quelques objectifs. Quand on a fait le diagnostic, on a compris c'est leur manque d'occupation et d'encadrement. Nous, on va passer par le canal du football pour leur donner une éducation de base, pour les mettre en garde contre les fléaux comme la drogue, l'alcool et la délinquance. Et je sais qu'il y a des talents. On va leur donner une formation optimale, en l'instar des clubs comme Djambar et Génération. Venu présider la cérémonie de lancement, l'autorité territoriale de l'arrondissement de Orkodjeri pense que cet acte posé par les fils du terroir peut jouer un rôle important sur le devenir des enfants. En ouvrant cette école de football aussi, ceci vient en tout cas encore davantage faire en sorte que le sport que nous avons, qui est devenu aujourd'hui une activité de développement, une entreprise, mais aussi quelque chose qui nous permet d'éduquer, mais aussi sur le plan social, de permettre aux jeunes d'avoir un cadre de vie. Concernant la formation et l'encadrement, les initiateurs du projet comptent faire la promotion de la main-d'œuvre locale. On a opté pour le personnel local. On a amené ici des entraîneurs qui sont venus de Dakar et un initiateur qui est venu de France, qui officie dans un club. En attendant, 6 villages sont concernés par l'école de football Samba Diom Athletic Club. Une quarantaine de joueurs composés de U15 et U13 ont été recrutés de Gourika à Ganguel Souli en passant par Bapelil pour donner une chance à ces enfants dont la plupart d'entre eux étaient laissés à eux-mêmes. Amadou Mardialo, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.